Ces derniers mois rares sont les épisodes qui ont autant bousculé le paysage politique algérien que cette manœuvre inattendue, les autorités ont réussi à forcer l'entrée du domicile étranger de Ferhat Meheni. Une action que certains analystes n'ont pas hésité à dépeindre comme un coup de massue stratégique frappant de plein fouet non seulement le MMAC, ce mouvement séparatiste qui rêve en grand, mais aussi les États soupçonnés de souffler discrètement sur ses braises. Les premières images ayant fuité de cette intervention ont été particulièrement significatives. Non seulement parce qu'elles ont visé l'homme qui s'est longtemps présenté comme le président de la prétendue République kabyle, mais aussi parce qu'elles ont coïncidé avec une série de défections internes parmi les rangs du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce qui a amené certains à y voir un tournant décisif dans le dossier de cette organisation classée terroriste par l'Algérie. Des sources ayant suivi l'opération dès le début ont indiqué qu'un choc considérable s'est installé parmi les soutiens étrangers de Meheni, en particulier en France et au Maroc, après que ces derniers mois rares sont les épisodes qui ont autant bousculé le paysage politique algérien que cette manœuvre inattendue, les autorités ont réussi à forcer l'entrée du domicile étranger de Ferhat Meheni. Une action que certains analystes n'ont pas hésité à dépeindre comme un coup de massue stratégique frappant de plein fouet non seulement le MMAC, ce mouvement séparatiste qui rêve en grand, mais aussi les États soupçonnés de souffler discrètement sur ses braises. Les premières images ayant fuité de cette intervention ont été particulièrement significatives. Non seulement parce qu'elles ont visé l'homme qui s'est longtemps présenté comme le président de la prétendue République kabyle, mais aussi parce qu'elles ont coïncidé avec une série de défections internes parmi les rangs du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce qui a amené certains à y voir un tournant décisif dans le dossier de cette organisation classée terroriste par l'Algérie. Des sources ayant suivi l'opération dès le début ont indiqué qu'un choc considérable s'est installé parmi les soutiens étrangers de Meheni, en particulier en France et au Maroc, après que les cadres qui formaient l'ossature du mouvement ont commencé à tomber les uns après les autres, que ce soit à travers des retours volontaires en Algérie, des arrestations organisées, ou encore des extraditions de la part de pays voisins. D'après les témoignages d'anciens membres, un élément déterminant dans ce tournant fut la loi de réconciliation nationale annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a ouvert la porte à de nombreux jeunes manipulés pour qu'ils rejoignent le pays après des années d'errance à l'étranger. Cette loi que certains percevaient au départ comme une simple initiative d'apaisement s'est progressivement transformée en un facteur de pression interne pour la direction du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, poussant plusieurs cadres à revoir leur position, notamment ceux qui ont découvert que les promesses de Ferhat Meheni n'étaient rien d'autre qu'une illusion. Parmi les plus connus, Mohamed Louchif, numéro 2 de l'organisation, apparaissait autrefois dans des manifestations en scandant des slogans séparatistes, mais il a récemment réapparu en Algérie pour annoncer sa repentance et confirmer que ce qu'il considérait autrefois comme un projet d'indépendance n'était en réalité que la façade d'agenda étranger. Louchif, longtemps présenté comme le bras droit de Ferhat Meheni, jouait un rôle central au sein du mouvement en particulier, durant les années où Meheni s'éclipsait de la scène. Mais ses propos après son retour ont bouleversé l'équilibre interne, révélant des conflits profonds, ainsi qu'un manque total de confiance envers Meheni et son gouvernement provisoire, qu'il décrit comme une structure manipulée de l'extérieur et dépourvue de toute base populaire réelle. Il a affirmé que l'organisation était devenue un instrument entre les mains de forces étrangères, dont les objectifs dépassaient largement la région de Kabylie, ou même l'Algérie dans son ensemble. Les révélations les plus graves émanent cependant de déclarations établissant la nature des liens entre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et certaines capitales étrangères, principalement le Maroc. Les anciens membres ont affirmé que Meheni avait reçu des invitations officielles à la fin des années 90 et au début des années 2000 et qu'il avait tenu plusieurs rencontres secrètes avec des responsables marocains. Pour beaucoup d'analystes, cela confirme que le mouvement s'inscrivait dans une stratégie régionale bien plus vaste qu'un simple projet local. Selon ces témoignages, ces rencontres n'avaient rien de protocolaire. Elles servaient à transmettre des directives à orienter les actions du mouvement et à encourager l'escalade dans des périodes politiquement sensibles.
Ce qui a marqué davantage l'opinion publique fut le lien établi entre ses relations extérieures et certains événements tragiques survenus en Algérie notamment, le printemps noir, les incendies dévastateurs ayant touché plusieurs wilayas et l'affaire de l'assassinat du jeune Jamel Benzmail, un crime qui avait choqué la société algérienne. Plusieurs suspects arrêtés dans cette affaire ont avoué avoir été en contact avec des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, opérant depuis l'étranger, évoquant même des instructions reçues pour orchestrer des actions visant à semer le chaos. Dans ce contexte, la dernière opération visant la résidence de Méhéni ne semble pas être un acte isolé, mais plutôt une étape dans une stratégie approfondie visant à démanteler ce qui restait du mouvement séparatiste. Ajoutée aux défections massives, cette opération a été rendue possible selon les mêmes sources grâce à la coopération croissante de certains pays qui servaient auparavant de refuge à des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie Coopération, qui a abouti à des arrestations ou à des restrictions ciblées. Les témoignages des anciens membres revenus au pays ont apporté des détails poignants. Ils ont parlé des conditions psychologiques difficiles dans lesquelles ils vivaient à l'étranger, des promesses illusoires d'obtention de titres de séjour ou d'asile, et de la manière dont ils ont finalement compris qu'ils n'étaient que des pions utilisés dans des rivalités régionales. Certains ont évoqué des méthodes de recrutement visant des jeunes Algériens en situation précaire en France, manipulés et entraînés dans des activités qu'ils ne comprenaient pas pleinement. En parallèle, les anciens membres ont critiqué la gestion interne du mouvement, décrivant Méhéni comme un homme déconnecté de la réalité, répétant sans cesse qu'il allait déclarer la République kabyle, alors que le mouvement s'effondrait de l'intérieur. L'un d'eux a affirmé que Méhéni savait pertinemment que son projet était irréalisable, mais qu'il persistait parce qu'il était pris dans un réseau de financement et d'influences étrangères dont il ne pouvait se libérer. Le retour de Mohamed Loussif en Algérie après 10 ans d'absence a été perçu comme un symbole majeur de la crise du mouvement. Une vidéo le montrant en retrouvant ses proches a circulé largement, illustrant ce que représente la loi de réconciliation, non seulement une mesure de clémence, mais une porte ouverte pour ceux qui souhaitent rompre avec le passé et reconstruire leur vie. Loussif a affirmé qu'il était revenu pour se réconcilier avec lui-même, avec sa famille et avec son pays. Dans le même temps, des sources proches du dossier indiquent que Méhéni traverse une période d'instabilité. Il aurait accusé plusieurs de ses anciens lieutenants de trahison, cherchant à rejeter sur eux la responsabilité de l'effondrement du mouvement. Mais la plupart des analystes estiment que le projet séparatiste est désormais dans une impasse définitive et que Méhéni se retrouve isolé sans soutien structurel et sans base humaine. Pour beaucoup d'observateurs de la politique algérienne et régionale, ces événements portent des implications dépassant le seul cadre du dossier kabyle. Le succès des autorités à affaiblir le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie représente un signal fort montrant la capacité de l'État à neutraliser un projet qui cherchait à menacer la cohésion nationale. Avec les défections successives, le mouvement semble avoir perdu toute crédibilité et tout poids stratégique auprès de ses parrains étrangers. Le sentiment général parmi la population algérienne est que l'État a réussi à mettre un terme à une tentative de déstabilisation menée depuis l'étranger, tandis que la loi de réconciliation a montré son efficacité en permettant le retour de dizaines de jeunes égarés, désormais considérés comme des victimes de manipulation plutôt que comme des ennemis. À la lumière de ces évolutions, certains analystes prédisent de nouvelles révélations dans les semaines à venir, notamment au sujet des mécanismes de financement du mouvement des circuits logistiques, utiliser des rencontres secrètes tenues par sa direction et des preuves supplémentaires confirmant l'implication d'acteurs étrangers. Tout semble indiquer que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, autrefois présenté comme un mouvement structuré, n'est aujourd'hui qu'une organisation en ruine dont les derniers cadres sont prêts à témoigner. En définitive, l'évolution initiée par l'intervention dans la résidence de Fakhouméni, suivie des importantes vagues de défections, marque l'effondrement quasi total d'un projet séparatiste qui avait été artificiellement amplifié. Les observateurs s'accordent désormais à dire que ce projet touche à sa fin, que l'Algérie a réussi à neutraliser l'une des plus dangereuses tentatives de fragmentation du pays, et que Méhéni, qui promettait depuis des années de proclamer une république,
Kabyle se retrouve aujourd'hui isolé sans soutien, répétant un discours qui ne convainc même plus ses anciens compagnons. Dans le sillage de tous ces événements, une vérité semble désormais s'imposer, avec une évidence que nul ne peut ignorer. La période qui s'achève n'est pas simplement la fin d'un cycle politique ou la conclusion d'un épisode ponctuel, mais bien la fermeture progressive et irréversible d'un chapitre entier de l'histoire contemporaine de la région. Les dynamiques qui se sont entremêlées, les témoignages qui ont émergé, les aveux parfois douloureux, et les transformations intérieures vécues par ceux qui ont été entraînés de près ou de loin dans des trajectoires de rupture ou de confrontation, tout cela dessine aujourd'hui un tableau dont la portée dépasse largement les frontières visibles de l'actualité immédiate. Car ce qui se joue au-delà des noms des organisations ou des discours touche aux ressorts les plus profonds de l'idée d'appartenance, de stabilité et de destin collectif. Et le temps qui a souvent la capacité de dissiper les illusions a ici opéré une clarification lente mais implacable. La succession des témoignages recueillis ces derniers mois a révélé chez ceux qui avaient un jour pris des chemins d'exil ou de contestation radicale une forme de retour au réel qui, bien qu'éprouvante, a permis d'ouvrir un espace de lucidité. Cette lucidité, parfois gagnée au prix de sacrifices personnels immenses, a mis en lumière l'écart béant entre les promesses de certains projets politiques et la réalité concrète vécue par ceux qu'ils prétendaient représenter. La distance entre les discours enflammés tenus dans les capitales étrangères et la vie quotidienne des familles restées au pays n'avait cessé de s'élargir au fil des années jusqu'à devenir un gouffre. C'est dans cet espace vide que s'est engouffré un doute profond, d'abord intime, puis partagé, puis assumé publiquement par ceux qui ont décidé un à un de rompre le silence. Ces voix longtemps marginalisées ou instrumentalisées portent désormais une résonance nouvelle. Elles ne sont plus les voix de militants animés par l'illusion d'une cause lointaine, mais celles d'hommes et de femmes qui ont traversé des années de désillusion, qui ont vu le mythe se fissurer de l'intérieur, qui ont compris que derrière les mots prétendument porteurs d'espoir se cachaient des intérêts étrangers, des calculs géopolitiques, des ambitions individuelles ou encore des stratégies de déstabilisation habillées d'un discours identitaire. La confrontation entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qu'ils ont finalement découvert a été brutale. Mais elle a aussi ouvert la voie à un processus de réconciliation, non seulement avec leur pays, mais surtout avec eux-mêmes. Ce retour à soi-même, pour beaucoup d'entre eux, a été le moment le plus difficile à vivre. Il signifiait reconnaître que certains choix avaient été pris dans un contexte de confusion, de solitude, de pression ou d'illusion. Il signifiait aussi affronter les conséquences de ces choix parfois douloureuses au sein de leur propre famille. Mais ce retour, aussi complexe soit-il, a offert un espace où la parole pouvait finalement se libérer, où le poids des années pouvait être déposé. Les retrouvailles filmées ou non racontées ou tues ont montré que l'ancrage familial et national demeure une force capable de dépasser les fractures les plus profondes. Avec le recul, il apparaît clairement que les forces qui ont nourri ce cycle d'illusions n'étaient pas seulement internes. Beaucoup de ceux qui se sont exprimés ont évoqué avec un mélange d'amertume et de lucidité le rôle joué par certaines puissances étrangères qui ont vu dans l'agitation identitaire un moyen de pression politique. Les indices accumulés, les récits croisés, les dates qui coïncident trop parfaitement pour relever du hasard tout cela, a mis en lumière une réalité longtemps niée ou minimisée. Certains projets séparatistes n'étaient pas seulement l'expression d'un malaise local, mais aussi le produit d'agencements diplomatiques et de stratégies d'influence visant à fragiliser un État souverain. Cette dimension-là, longtemps invisible pour ceux qui étaient au cœur de la machine, n'est apparue dans toute sa clarté qu'après coup, lorsque les pièces du puzzle ont été reconstituées. L'effritement progressif de ces soutiens extérieurs est en soi révélateur. Au fil du temps et au rythme des réorientations diplomatiques ou des priorités géostratégiques changeantes, les appuis qui semblaient solides se sont révélés instables, conditionnels, opportunistes. Certains pays ont préféré s'éloigner dès lors que les équilibres régionaux évoluaient, d'autres ont cherché à masquer leur implication antérieure lorsque les conséquences de leur choix devenaient trop évidentes.
Les acteurs qui comptaient autrefois sur ces soutiens se sont retrouvés isolés, réduits à répéter des discours qui ne correspondaient plus à aucune réalité et qui ne suscitaient plus aucun écho. Devant ce vide, il ne restait plus que l'évidence douloureuse du désaveu national et du désintérêt international. Dans le même temps, la dynamique interne du pays a connu une transformation qui, elle aussi, mérite d'être soulignée. La volonté politique affichée de favoriser la réconciliation, de tendre la main à ceux qui s'étaient éloignés d'offrir des garanties, et une porte de sortie honorable a permis de pacifier un climat qui, sans cela, aurait pu s'envenimer davantage. Ce cadre inclusif, conjugué à une fermeté sans ambiguïté face aux manipulations extérieures, a montré qu'il était possible de conjuguer autorité de l'État et esprit de clémence. Les résultats se sont fait sentir des dizaines de retours des confessions publiques, des familles réunies, des zones d'ombre dissipées, et surtout un apaisement progressif des tensions qui avaient pesé sur la région. Il serait toutefois simpliste de considérer cette période comme une simple victoire politique ou comme un succès opérationnel. Ce qui s'est joué est beaucoup plus profond. C'est une prise de conscience collective, un apprentissage douloureux mais nécessaire, une compréhension renouvelée de ce que signifie réellement appartenir à une communauté nationale. L'idée même de nation, souvent invoquée mais rarement interrogée en profondeur, s'est retrouvée au cœur des débats et des choix individuels. Beaucoup ont compris que la nation n'est pas qu'un cadre administratif ou un héritage historique, mais une réalité vivante faite d'attachement, de mémoire, de solidarité. Dans cette perspective, les derniers mois ont joué le rôle d'un révélateur. Ils ont mis en lumière les limites des discours extrémistes, l'inanité des promesses séparatistes, la fragilité des illusions entretenues de l'étranger. Ils ont aussi montré la résilience d'un pays capable d'absorber les chocs, de corriger ses faiblesses, de se réinventer et d'avancer malgré les attaques. La cohésion nationale, souvent mise à l'épreuve, a prouvé qu'elle reposait sur un socle plus solide que ne le laissaient penser les analyses pessimistes. Aujourd'hui, alors que la poussière retombe lentement et que les événements prennent leur place dans la chronologie plus vaste de l'histoire nationale, une question demeure: que restera-t-il de cette période ? La réponse semble résider non pas dans les discours officiels ou les discussions politiques, mais dans les parcours individuels de ceux qui ont choisi de revenir. Leurs décisions, parfois guidées par la fatigue, parfois guidées par la lucidité, parfois simplement par le besoin de vérité, portera longtemps une valeur symbolique. Alors, ils incarnent à leur manière cette transition de l'illusion vers la réalité de la rupture, vers la réconciliation, de la fragmentation, vers l'unité. Ce que ces trajectoires nous enseignent, c'est que les projets artificiels, même lorsqu'ils semblent prometteurs ou soutenus par des forces